Vous écoutez Watt FM, vous êtes dans le 9-12 et depuis lundi dernier, nous vous offrons une série d'émissions autour du thème « Les opportunités sont ici ». Entre entrepreneurs à succès et le public, mais aussi discuter autour de la vision constante à faire de l'entrepreneuriat une priorité pour la jeunesse. Aujourd'hui, des invités également. On peut parler d'un sujet précis, celui de l'art à travers cette opportunité dans le secteur des arts au Burkina. Comment réussir sa carrière de jeune artiste. Ils sont nombreux à nous rejoindre dans ce studio, à la radio notamment, pour parler de ce sujet. Et nous allons commencer par Ali Ponré Premier. Ali Ponré Premier, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue Ali. Ali a été victime de poliomyélite à l'âge de 3 mois. Il est allé à l'école à 10 ans avec des enfants qui avaient 6 et 7 ans. Tout ça à cause de la maladie. En 1992, Ali, vous avez commencé la musique par le rap. Ensuite, les choses se sont poursuivies. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes artiste, chanteur, humoriste, danseur, comédien, de théâtre, acteur de cinéma. Tellement de palettes à votre actif, mais aussi responsable d'une structure, Handi Pro, qui est une entreprise qui œuvre pour la promotion des personnes en situation de handicap. Tout à fait. On pourrait ajouter quelque chose ? Non, tout est dit. Tout est dit, mais tant mieux. À côté de Ali Ponré, nous avons Ahmed Ouattara. Ahmed Ouattara qui est artiste et designer autodidacte, qui donne une seconde vie aux produits de récupération, notamment les barils de pétrole dans des couleurs primaires. Et ces créations d'ailleurs qui traversent les frontières. C'est pas la première fois qu'il vient dans nos studios. Et d'ailleurs, il recueille pas mal d'éloges des meilleures galeries internationales et puis des achats des collecteurs importants à travers le monde. Ahmed, bonjour et bien revenu. Merci beaucoup, Daouda, c'est un plaisir. À côté de Ahmed, un peu plus loin, il s'agit de Abdelaziz Béranger Yameogo Slammer. Oui, c'est ça. Slammer, Ouais. du collectif Conscience les Voyelles. Oui. Un collectif d'ailleurs qui aborde plusieurs thématiques sur les questions de la vie sociale, mais aussi de la vie politique, des personnalités. Slammer. Slammer, oui. Je pensais à Ali Ponré, qui a plusieurs casquettes à la fois. Ouais. En tout cas, bienvenue, Béranger. Laure-Marie Nadejanogo, vous êtes promotrice et directrice générale de l'entreprise EcoArt et BTP. Vous intervenez dans le domaine des BTP et du recyclage des pneus usagés que vous transformez notamment en objets d'art. C'est ça. On pourrait ajouter quelque chose ? Décoratrice d'intérieur. J'adore l'art. Là, de façon générale. C'est ça. Et le dernier invité, il s'agit de Soumaïla Kanla. Il est fondateur avec son épouse de Kalan Expo et tient à cœur notamment de préserver et de valoriser le patrimoine naturel de sa région. C'est l'Est. Oui, Fadanguruma. Fadanguruma. Pourquoi ? C'est un impact... C'est un projet assez impactant parce que moi, je me suis lancé dans le bois pour essayer de récupérer ce qu'on a de peu qui peut être transformé. Donc, c'est vraiment par envie et la passion de revenir au pays aussi. Voilà. Béranger, vous récupérez les mots, vous les mettez ensemble pour faire des créations à travers Conscience les Voyelles. Oui. Comment est-ce que vous jugez votre impact, notamment comment vous voyez l'appui de votre collectif ? Disons que cet engagement constitue la colonne vertébrale même de notre activité. Cela se fait à plusieurs niveaux. D'abord par nous-mêmes, à travers l'écriture de textes, de chansons thématiques qui abordent justement des questions sociétales et politiques, mais également aussi en donnant la capacité à d'autres personnes, à travers des ateliers que nous dirigeons, de pouvoir parler de leurs problèmes à eux, de leurs mots, à travers les mots que nous mettons dans leur bouche en quelque sorte. Voilà, c'est ça. On va passer la parole à Laure Yanogo, qui vous opérez, je le rappelle, dans le domaine du BTP et du recyclage des pneus usagés. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet impact ? L'impact aujourd'hui, je peux dire que le recyclage est un domaine qui était quasi inconnu quand je commençais, mais de plus en plus, ça rentre dans les mœurs des Burkinabés. Nous impactons ainsi, disons, l'environnement du pays en débarrassant un peu, disons, en débarrassant le pays des pneus usagés. Qu'on envoie d'ailleurs. Qu'on jette ça et là dans la ville, qui constituent des repères de serpents, des nids de moustiques, vecteurs de maladies diverses. Et donc nous les transformons en objets d'art. Nous donnons une seconde vie à ces pneus. Nous contribuons à assainir la ville.
Soumaïla, vous trouvez une solution à un problème. Dans votre cas, c'est l'environnement, l'abattage des arbres verts pour des besoins domestiques et d'urbanisation sans action de reboisement qui entraîne notamment la déforestation importante. Dites-nous comment vous avez utilisé les entreprises pour trouver une solution. Donc déjà à travers la nôtre, donc la solution qu'on propose, c'est de transformer les arbres secs sur pied, parce qu'au Burkina, on est un pays sec, il n'y a pas beaucoup d'arbres. En tout cas, on a une grande diversité, mais on n'a pas de très grands arbres. Donc les petits arbres qu'on a, c'est ceux-là, une fois qu'ils sont secs, on les transforme, on les scie, on les abat, on les fait en planches, donc répertoriés pour essayer d'utiliser ça après pour du mobilier. Donc on a quelques essences comme le karité, le caïcédra, l'ébène ou le palissandre. Et ce sont des essences que nous retrouvons ici. Du coup, on essaie de valoriser ce matériau-là pour aussi amener les gens à se rendre compte que le peu qu'on a peut être valorisé et surtout ne pas être brûlé, parce qu'on l'utilise beaucoup pour brûler. On construit des maisons en détruisant tous nos arbres, et c'est amener les gens à intégrer ça aussi dans la démarche. Donc on essaie d'impacter autant qu'on peut en local ou à l'international. Ali Poré-Premier, vous êtes une personne très active, pour le peu qu'on puisse dire, avec une autre grande vision. Vos activités notamment se concentrent sur l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire à vous, personnelle, qui, je sais, pourra inspirer pas mal? Alors, je dirais tout simplement que je suis issu d'une famille de 14 enfants. Mon père, à l'époque, il avait 4 épouses, donc vous imaginez déjà l'ambiance familiale. En tout cas, on ne s'ennuie pas. Voilà, et c'était pas du tout facile avec le handicap que j'ai contracté très tôt, dès 3 mois. Donc j'étais d'une manière ou d'une autre rejeté, je dirais, consciemment ou inconsciemment par mes parents. Et je me rappelle même, à chaque visite, on me cachait. En famille, on ne voulait pas que les gens me voient parce que je marchais à même le sol, à 4 pattes. Donc c'était difficile. Ça m'a même coûté le fait que je suis allé tard à l'école parce qu'on jugeait que qu'est-ce que j'allais aller devenir à l'école, c'était pas la peine de m'inscrire. Donc ça a été sujet à débat jusqu'à ce que, quand j'ai eu 10 ans, une bonne sœur blanche qui était là dans le quartier a dit il faut qu'il aille à l'école comme tous les autres enfants, et c'est comme ça que je suis allé à l'école. Voilà. Donc imaginez un peu. Et puis après à l'école c'était pas aussi facile parce que à l'époque on n'avait pas on connaissait pas très bien au fait la polio, donc les enfants avaient peur de moi. Quand je viens, tu vois, tout le monde a peur parce que je rampais à même le sol. On pensait peut-être que c'était contagieux. Non, ce n'était pas la contagion. Ils n'avaient pas peur de la contagion, mais ils avaient peur de voir quelqu'un qui ne marche pas comme tout le monde. Et j'étais le seul à l'école pratiquement. Donc c'était cette peur-là. Ils avaient peur de moi. Et du coup aussi, la maladie, elle était contagieuse à l'époque. La polio est une maladie contagieuse. Et donc c'était très, très, très difficile. Et arrivé au collège aussi, c'était encore le même problème que j'ai rencontré avec les élèves de mon âge, enfin, je vais dire les collégiens avec lesquels j'étais. Donc, c'était toujours le même rejet parce que, bon, ils avaient honte d'être avec moi. Parce que, voilà, j'ai vu ma situation de handicap. Donc, c'est là où il y a eu le déclic. Parce que là, je me suis dit, attention, si on te rejette, il faut t'imposer. Si forcément. Voilà. Et j'ai commencé par le mouvement rap, par ma manière de m'habiller. Je choquais les gens parce que je mettais le nécessaire pour m'habiller. Et à l'époque, c'était pas permis à tout le monde de s'habiller comme ça. Donc du coup, j'attirais petit à petit l'attention des jeunes et des autres. Et puis avec les concours inter-établissements, je faisais le rap. Et puis j'étais, si vous voulez, le mannequin le plus stylé. Donc le rejeté était le recherché entre-temps. Les gens commençaient à venir vers moi. Voilà. Et c'est comme ça, petit à petit, Ouattara, il lançait quelque chose parce que c'était à l'époque où ça bougeait vraiment
avec le rap au Burkina Faso, voilà. Donc c'est comme ça. Et après je me suis dit bon, si ta vie n'a pas de sens, c'est très simple, donne un sens à ta vie. Forcément. Voilà, et convertis tes défauts en qualité, et c'est ce que j'ai fait. Et j'interpellais aussi les personnes handicapées à leur faire comprendre, c'est vrai, vous êtes des personnes handicapées, mais au-delà du handicap, vous avez une personnalité, vous avez une vie. Voilà, et c'est ce qui est très important. Quand vous avez un billet de 5 000 francs, qu'il soit sale, craquant, déchiré, la valeur de 5 000 francs ne change pas. Alors, pour dire que une personne est une personne, hein, que tu sois infirme, aveugle, sourd, muet, ta valeur intrinsèque d'homme ne change pas. Voilà. Et j'ai compris aussi autre chose à l'école, c'est-à-dire que quand je faisais mal mes devoirs, j'avais de mauvaises notes. Donc, j'ai compris que quelque part, on est pareil. Où tu travailles, tu as de bonnes notes, tu ne travailles pas, c'est un zéro collé. Voilà. Ali, pour le premier, voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on vit tous avec un handicap, mais le plus gros handicap, c'est celui mental? Alors, bon, je le dis souvent, et le handicap peut être une qualité, c'est mon cas. Il a fallu que je sois handicapé pour être ce que je suis aujourd'hui. Mais on pense qu'on est on peut vivre avec un handicap sans le prendre comme un problème. Tout à fait. On peut vivre un handicap sans le prendre pour autant comme un problème. Et je me dis que le handicap peut être une qualité, ça je vous l'ai dit. Hein, parce que les gens, quand on dit handicap, forcément, on voit l'infirme, on voit l'aveugle, on voit le sourd-muet. Non, mais le vrai handicap, même quand on a un problème de communication, c'est un handicap. Forcément. Ben voilà. Et donc, c'est pour dire que faut pas faire du handicap ce qui n'est pas un handicap. Voilà. Ahmed, vous travaillez sur les barils de pétrole et puis vous arrivez à créer pas mal de choses. Vous retravaillez à la main pour leur offrir notamment une esthétique distincte, une originalité que vous apportez. À travers ce travail, dites-nous, quelle est l'importance d'un métier manuel? Quelle durée faut-il dans les affaires pour réussir dans la création d'entreprises au niveau national et international? Vous qui avez les deux expériences à la fois. Dis donc, très vaste question. Bon, l'intérêt, c'est avoir un métier manuel, c'est, on va dire que ça devient, ça colle à la peau au fur et à mesure quand on apprend. C'est quelque chose qui ne vous quitte jamais. Donc, du coup, vous pouvez perfectionner ce côté-là et aboutir à quelque chose d'excellent. Et je pense que mon parcours, c'est cela. Et pour arriver à monter une entreprise qui soit reconnue sur le plan national ou international, c'est pas compliqué. Il faut que ce métier manuel que vous avez en vous, qui habite vraiment dans votre fort intérieur, que vous cultivez tous les jours, donc vous vous réveillez tous les jours avec ça, avec la ferme intention de perfectionner tout ça, ça finit par vous amener sur une position où soit vous vous affirmez, comme il a dit tout à l'heure, et où vous disparaissez. Voilà, donc je pense que, voilà, au fur et à mesure, l'entreprise devient maintenant un leitmotiv, quoi, pour arriver. Aujourd'hui, ça donne quelque chose voilà, qu'on arrive vraiment à s'imposer, à monter l'entreprise et à créer, susciter de l'intérêt autour de soi, et de fil en aiguille, sur le plan national et puis international par la suite. Donc c'est tout à fait... Travailler dans le domaine de l'art, c'est aussi accepter d'être incompris. Ouais. Quand on ne fait pas attention, ça pourrait être un handicap. Donc il faut réussir aussi à passer cet handicap. Oui, complètement. Ça a été plus difficile? Je pense qu'il a dit tout à l'heure, il a tout résumé. Hein. Quand on est dans ce monde-là, ça commence dans la famille. Ça commence même parmi ses amis. Parce que vous avez un langage qui détonne, qui est différent. Une attitude différente. Voilà. Même, il a dit, hein, même votre façon de vous habiller. Tout ça, après, on le concentre en un lieu. Et ce lieu, c'est justement la volonté de créer tous les jours, à chaque instant, comme si on buvait de l'eau, quoi, tout simplement. Donc, après, il faut dépasser ce cap-là pour ne plus tenir compte, comme il a dit, et puis arriver à faire sortir des bonnes choses. Alors, vous êtes aussi un bel exemple. Vous êtes un ingénieur de génie civil. Vous avez travaillé pendant 12 ans dans les entreprises et bureaux d'études de la place. Pourquoi vous avez décidé d'entrer dans l'art? Et en dehors de cette passion-là, est-ce que c'est viable? Bon, j'ai décidé démissionner, par exemple, et puis d'entreprendre, parce que je voulais impacter à ma manière, contribuer au développement de mon pays. Et donc, c'était une opportunité pour moi d'avoir trouvé cette idée-là, de
contribuer à l'assainissement du pays. Voilà. Donc, en donnant une seconde vie aux pneus, et c'est ma manière à moi d'apporter ma touche. Voilà. Et bon, je peux dire que c'est quelque chose de difficile parce que dès le début, tu es incomprise en fait. Et on m'a toujours demandé, on ne lâche pas un boulot pour aller chercher du boulot. Pour aller se débrouiller. Voilà. Et jusqu'à présent, je sais que mes parents ne comprennent toujours pas. Récemment, ma mère m'a parlé des concours qu'on lançait. Je me suis demandé, mais jusqu'à présent, je vais lui expliquer les choses. Parce que moi, je ne compte pas repartir en arrière. Et donc, le premier jour, quand j'ai sorti les pneus pour laver devant la porte, puisque j'ai commencé à la maison, voir les voisins qui sont attroupés en train de me regarder, ils se demandent mais qu'est-ce qu'elle fout, quoi. Voilà. Mais de plus en plus, je me rends compte que j'adore ça. J'adore entreprendre, sortir quelque chose, transformer quelque chose qui était jeté, qui était sale, qui devient quelque chose de beau, que les gens apprécient. Et c'est ça, en fait, qui bon, ça réconforte. Et ça vous motive. Voilà, ça me motive. Et de plus en plus, je vois que c'est en train de prendre, parce que, bon, quand je commençais, je ne connaissais pas des gens qui intervenaient dans mon domaine, dans le recyclage. Mais de plus en plus, aujourd'hui, par exemple, j'en connais au moins 5 qui transforment les pneus en objets d'art très beaux. Et donc, on commence à impacter réellement, en fait, la ville de Ouaga et plus tard, le pays tout entier. On l'espère en tout cas. Voilà. Soumaïla, vous vous intéressez particulièrement aux jeunes sans formation qui ne sont pas allés à l'école parce que vous croyez qu'on peut apprendre, même dans le temps, on peut se réaliser. Est-ce que vous pensez que ça a un impact, par exemple, sur la migration ? Tout à fait. Et en fait, je me suis au début intéressé plus à ceux qui savaient lire, en essayant de les convaincre à venir parce que dans mon métier, même s'il faut aller abattre un arbre et tout, une fois qu'on se retrouve à l'atelier, il faut savoir lire les millimètres, il faut savoir interpréter un plan pour pouvoir faire quelque chose d'assez précis. Donc en essayant avec les élèves ou ceux qui étaient allés à l'école, donc j'ai senti que c'était un métier un peu que les gens se disaient, ouais, je ne vais pas aller faire un métier manuel, quoi. C'est dégradant, il y a la poussière. Voilà, vous êtes un bûcheron avant d'avoir votre bois. Donc, voilà. Du coup, à force, j'ai foncé, j'ai trouvé 1 ou 2 apprentis. Et finalement, ceux que j'ai trouvés qui étaient plus motivés, c'était des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Donc, vu que je suis retourné dans mon terroir, donc j'ai l'avantage de la langue, c'est la langue de chez moi. Du coup, j'ai essayé de traduire un peu mes manuels pour adapter le métier que j'ai appris en Europe d'ébénisterie, donc qui est quelque chose d'assez prestigieux, en tout cas un métier noble, et pour essayer de les transmettre aux paysans qui sont au village. Et du coup, je me suis rendu compte au même moment que les mêmes que je forme étaient ceux qui étaient destinés à aller soit vers Ouagadougou, soit vers Niamey, et peut-être même un peu plus loin pour la migration, parce que après la saison des pluies, il n'y a pas grand-chose à faire au village, à part boire du de l'eau. D'accord. Du coup, je vois qu'on a lancé un élan et que je suis assez satisfait de ce qu'on arrive à tirer. Et ça me réjouit. On espère en tout cas pousser à avoir un peu plus de gens. Et dès que l'activité grandira, on remontera du monde. On vous le souhaite également. Merci. Le domaine de l'art n'est pas sans difficulté, tout le monde en parle. J'aimerais demander à présent l'avis de Béranger sur les défis, notamment pour les jeunes artistes comme vous. Les défis, c'est déjà se faire accepter. Mais passer ce cap, le défi principal, c'est pouvoir vivre de son art. Mais avant de vivre de son art, il faut faire vivre son art. Dans cette logique, nous avons, au sein du collectif, décidé de mettre ensemble nos compétences afin de développer, je dirais, des produits, afin de développer des outils qui nous permettent, en fait, de concilier notre art aussi aux réalités du terrain, on va dire ça, comme ça. Donc, c'est ainsi qu'il faut le dire, au sein du collectif, on a des comédiens de théâtre, Terence et Tony par exemple, et moi-même qui suis dessinateur, animateur de D3D.
Et c'est ainsi que nous avons mis en place des produits en dehors de la scène. Il faut dire que le collectif Consonne et Voile existe. Donc, le principal défi, c'est ça. Comment faire en sorte que l'art que vous pratiquez soit vendu? Il faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer et attendre des soutiens, des subventions et autres. Il faut vendre. Il faut avoir une démarche entrepreneuriale. Ça reste un produit. Ça reste un produit qu'il faut vendre. Alors, il faut le connecter à d'autres choses. Donc, aujourd'hui, nous travaillons sur différents projets. Par exemple, le projet d'encadrement de jeunes sur le thème notamment de la migration, le thème des droits des enfants, de l'atteinte des objectifs de développement durable, soit par la production de chansons, par le collectif lui-même, ou bien l'encadrement de jeunes qui puissent le faire. Nous sommes actuellement nous venons de boucler un maxi de 8 titres avec des jeunes issus de la région de l'Est, notamment Kanchari, et de la région du Sud-Ouest, d'Issine, sur la thématique des droits de l'enfant. C'est vrai qu'avant on vous appelait des slameurs, aujourd'hui on vous appelle des artistes. Dieu merci. C'est déjà un pas. Du coup, ça veut dire que les choses ont évolué dans le bon sens surtout. C'est ça. Et s'il y a conseil, que dire à ceux qui aimeraient emprunter le même chemin que vous? C'est de la persévérance et il faut parfois porter des œillères, se fixer un objectif et se dire que il faut y arriver, se donner les moyens. C'est beaucoup de souffrance et c'est beaucoup de sueur. Et de la détermination, ne pas s'attendre immédiatement à la gloire, à l'argent. Ouais. C'est d'abord une passion. Et la passion, elle se nourrit d'abnégation, de travail. Et ne pas se dire aussi que le talent seul suffit. La réussite, c'est du talent, c'est du travail et des opportunités. Et considérer aussi nos problèmes, nos difficultés que nous vivons au quotidien comme des opportunités. Nous ne les voyons pas comme des problèmes, mais plutôt des opportunités parce que ce sont des problèmes à solutionner. Et ce solutionnement à travers l'art, à travers le métier, de façon générale, que vous allez pratiquer, c'est par là que vous allez pouvoir réussir, vous en sortir. C'est ça. C'est vrai qu'à chaque problème, une solution, il faut la trouver. Il faut la trouver. Ali Poré-Premier, votre association Handipro veut développer des entreprises, notamment pour 4 personnes vivant avec un handicap, car beaucoup d'entre elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il y a un problème de chômage, c'est connu, de stigmatisation aussi. Quel est l'impact que vous avez pu avoir et quelles ont été les solutions les plus impactantes à votre avis depuis que votre association existe? Alors, je dirais que Handipro, c'est une entreprise, hein, c'est pas une association. L'association, c'est les handicapables. Alors, Handipro, dans un premier temps, a recruté des personnes en situation de handicap pour dire que malgré notre handicap, on peut arriver à faire des choses. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien-être de ces personnes handicapées-là? Parce que, comme vous le savez déjà, nous avons 80 à 85% des personnes handicapées qui ne sont pas allées à l'école, donc des analphabètes. Il faut leur trouver, en tout cas, quelque chose pour qu'ils sortent au fait de cette précarité, qu'ils sortent de l'esprit de mendicité qu'on a tendance à leur inculquer. Parce qu'on nous dit, comme on ne peut pas marcher, on ne peut pas voir, on ne peut pas parler comme tout le monde, il faut vivre sur le dos des gens. Moi, j'ai dit non. Le handicap, c'est vrai, mais au-delà du handicap, nous pouvons faire quelque chose de nos 10 doigts. Moi, personnellement, je fais la pyrogravure, je fais le tissage, et je fais aussi la musique, je fais l'humour, je fais le théâtre, ce qui veut dire que je peux faire tout ça avec ma situation de handicap. Et nous recherchons aussi des artisans handicapés, nous mettons en exergue ce qu'ils fabriquent, nous essayons de leur trouver des marchés pour écouler justement leurs articles qu'ils fabriquent. Et nous sommes en train d'organiser la Semaine internationale des personnes handicapées de Ouagadougou. Alors, la Semaine internationale, ça sera un marché d'une semaine où des artisans handicapés de l'Afrique... Il y a une date déjà prévue? Oui, c'est du 3 au 9 décembre prochain. D'accord. Alors, des artisans africains, enfin en situation de handicap, vont venir exposer. Nous avons demandé à un pays développé pour qu'ils viennent avec l'expérience qu'ils ont, afin qu'on puisse avoir un brassage, un renforcement de capacité et avoir des bourses de formation pour ces personnes handicapées, qu'ils puissent aller se former et revenir former les autres à la base en Afrique. Tout simplement pour dire que nous sommes à la recherche de l'excellence, nous sommes à la recherche de l'employabilité des personnes handicapées et nous demandons justement aux uns aux autres qui peuvent, en tout cas d'une manière
ou d'une autre nous accompagner à faire sortir justement ces personnes handicapées de la précarité. Et... changer les mentalités. Voilà. Changer les mentalités. Tout à fait. L'art a un rôle à jouer dans le développement de l'Afrique. Ce sont les propos de Ahmed Ouattara. Je ne veux pas vous demander de commenter seulement, mais en plus et surtout nous dire comment l'art peut aider à développer l'esprit d'entreprise et d'employabilité des jeunes. Alors, c'est quand on commence déjà à embrasser ce métier et qu'on est vraiment très ancré dedans et qu'on commence à avoir de l'écoute et qu'on bâtit une entreprise et qu'on commence à employer des jeunes, les former et les employer par la suite et toucher le marché national et international, c'est pas compliqué. L'art il contribue au développement directement en Afrique parce que très souvent, j'ai entendu, ce qui m'a beaucoup un peu agacé la plupart du temps, c'est que déjà ce que nous faisons, c'est pas un métier, etc. Il y a plein de choses comme ça. La stigmatisation. Voilà, exactement. Donc du coup, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je me lance comme entrepreneur et j'ai lancé ma marque Studio Ahmed Ouattara qui fait de la conception, mais également aussi de la production. Parce que souvent, vous savez, quand on fait de la conception, on n'est pas obligé de faire la production. La production, c'est autre chose, c'est carrément quitter la planche à dessin et puis aller carrément à l'atelier et produire. Aujourd'hui, on a au moins 150 objets déjà dessinés et répertoriés dans un catalogue qui est distribué un peu partout dans le monde. Et donc, on reçoit aujourd'hui des commandes et nous exécutons. Et il y a des artisans que j'ai recrutés, j'ai formés sur place. Donc, du coup, il y a des gens qui sont payés par rapport à le produit que nous produisons et ce que nous exportons. Donc, du coup, le développement de l'Afrique, c'est clair, ça passera que parce que nous avons pris conscience l'un comme l'autre que nous pouvons apporter quelque chose. Et donc, du coup, faire taire un peu à tous ces... ces responsables qui ne comprennent pas ce que nous faisons. Nous sommes passés à l'offensive, nous sommes passés à l'acte et nous avons posé. Et voilà ce que je suis devenu maintenant en tant qu'artiste, un chef d'entreprise, clairement. Et maintenant, je suis comme vous, donc regardez ce que je fais et il y a des résultats, il y a des gens qui vivent à travers ça. Et voilà comment... Parlons entre personnes qui peuvent créer le développement. Voilà, exactement. Donc du coup, aujourd'hui, c'est SHO, la marque est lancée et est connue et beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés qui sont dans l'ameublement dans le monde entier nous contactent et que nous essayons de satisfaire à travers ce que nous faisons. Et ça veut dire simplement que voilà, aujourd'hui, c'est possible et c'est fait. Maintenant, voilà, il faut qu'on se lance, quoi. Laure Marie Nadège Yanogo, je rappelle, vous êtes promotrice et directrice générale de l'entreprise EcoArt et BTP. Vous intervenez dans le domaine des BTP et du recyclage des punais que vous transformez en objets d'art. Est-ce que, à travers ce que vous faites, on peut dire que les opportunités sont ici? Oui, les opportunités sont ici. Je pense qu'il suffit d'ouvrir l'œil et le bon. C'est comme ce que Béranger vient de dire. En fait, il faut se demander, regarder les problèmes qu'il y a autour de nous et trouver des solutions à ces problèmes-là. Les opportunités sont ici parce que quand ton voisin a un problème, tu peux regarder et puis chercher une solution et en faire un projet. Donc, il y a des idées partout. Maintenant, passer de l'idée à l'activité en tant que telle, c'est ça nécessite un travail de fond et puis du courage, de la confiance en soi. Et puis de l'endurance. Donc je pense que tous ceux qui ont réussi, et ils n'ont pas deux têtes, si je peux m'exprimer ainsi. Ça c'est sûr. Voilà. Ils ont juste eu confiance en eux, ils ont cru en leur projet, ils se sont lancés, ils ont persévéré et ils y sont arrivés. Donc moi je pense que les jeunes gagneraient à s'asseoir et puis à contribuer au développement de leur pays. À s'assumer. Voilà. Au lieu de chercher à aller à l'extérieur. Il n'y a pas mieux que chez soi. Béranger, oui. Justement, cité dans les propos de Yanogo tout à l'heure, membre du collectif Console les Voyelles, est-ce que les opportunités sont ici ? Tout à fait, j'allais dire, c'est une forêt d'opportunités. Il faut savoir débroussailler, trouver son chemin et cueillir les fruits là où il se trouve. Pour ça, il faudra se donner des outils, la persévérance, l'abnégation, le travail, et voilà, se retrousser les manches, c'est ça. C'est pas, franchement, ce n'est pas
Il y a plein de choses qui nous font croire qu'il faut aller ailleurs. Dans les médias, dans plein de choses, on a tendance à... les jolis clips. Voilà, les jolis clips et tout. Mais il faut c'est ça, qui pleuve. il faut se départir de cela et apprendre à regarder à côté. Commencer par ce qu'on pourrait appeler le picorage ordonné. Commencer à voir ce qu'il y a à côté de toi. Et peu à peu, on se rend compte que c'est magnifique ce qu'il y a ici, en fait. Tout est encore à construire. Et ce n'est pas dire qu'il n'y a rien. Au contraire, il y a de l'espace. Voir ça comme ça, c'est ça. Il faut chercher, oui. Creuser pour trouver son or aussi. Ali Ponré, la même question. Oui, moi je dirais sans détour que les opportunités sont ici et je peux dire que, en tout cas, sans prétention que je suis un exemple que les opportunités sont ici parce que c'est ici que moi, Ali, personnellement, j'ai construit, je dirais, ma carrière et... Donc, comme à mon image, je pense que d'autres personnes aussi peuvent emboîter le pas. On peut citer des exemples de personnes handicapées qui ont réussi ici, malgré le handicap. Les exemples font légion. Nous avons fait Dr Diarra, qui était un handicapé visuel, mais qui vraiment a révolutionné le monde associatif ici en Afrique. C'est un Burkinabé. On peut citer Edith WP, qui a créé son entreprise, mais qui est une personne handicapée parce qu'il ne peut même pas mouvoir, c'est un cul-de-jatte. Donc pour dire que nous avons les opportunités et il faut les saisir. Et moi j'ai dit dans la vie il n'y a pas de chance. Pour moi la chance c'est le courage, c'est le travail, il faut être alerte, il faut saisir les opportunités. Donc je pense que dans la vie nous pouvons réussir chez nous. Au Burkina Faso, c'est une possibilité. Ahmed, je sais la réponse, mais le développer, ce sera à toi. D'accord. La petite anecdote, c'est que quand tu vas à l'extérieur et que tu trouves tes compatriotes qui sont partis, ils se rendent compte que finalement, toi qui viens les retrouver là-bas et que tu fais des navettes et tout, finalement, les opportunités sont ici. Comment tu fais? Oui, donc il y a tout ça. On en discute d'ailleurs et on en rigole un tout petit peu. Et puis il y a des petits réglés. Mais bon, chacun sa façon de voir. Mais en tout cas, les opportunités sont ici parce que déjà, nous sommes ici. Déjà. Déjà ensemble, on est en train de faire de parler de ce que nous faisons. Et les opportunités sont ici parce que, franchement, il y a beaucoup plus à faire ici qu'à mon avis, pour l'instant en tout cas, il y a beaucoup plus d'opportunités, plus de contacts, chaleur humaine aujourd'hui à développer et tout ça, mettre dans ce que nous faisons et puis transmettre ce que nous avons déjà fait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un devoir, c'est qu'il faut que chacun de nous commence à transmettre ça. Et le studio Ahmed Ouattara, c'est pas seulement que de la conception et puis de la production, mais aussi c'est de la formation. Donc je pense que je suis passé par là aussi pour annoncer aussi des sessions de formation que nous menons. Et c'est vachement très important parce que de toute façon, il n'y a que comme ça que ce que nous avons à mener peut survivre à notre vécu qui peut être pérennisé. Voilà. Soumaïla Karla de Kalan Expo. La même question. Oui. En fait, les opportunités, pour moi, elles sont ici. Ici, plus qu'ailleurs. Ici, comme dans les autres pays en voie de développement ou les pays même du tiers-monde, comme on nous dit souvent. Si on a un pays qui ne connaît pas le développement, c'est qu'il n'y a que des opportunités. Parce que le développement d'un pays, c'est ça qui amène aussi les opportunités. On a un pays... qu'on va dire, il y a une structuration qui existe, mais il y a toute l'innovation que nous pouvons apporter aujourd'hui. Quels sont nos problèmes et quelles sont les solutions que nous pouvons apporter. Et chaque solution peut être une opportunité. Donc, on a tout à gagner à se retourner et à regarder ce qu'on va faire devant soi, chez soi, à la maison. Et on aura tout à gagner, et le Burkina tout entier. Voilà. Merci en tout cas à tous d'être venus pour cette émission autour des arts à travers vos différents secteurs. Merci à Soumaïla Karla, à Laure Marie Nadejanogo, merci à Abdelaziz Béranger Yann Miogo, merci également à Ahmed Ouattara, à Ali Ponré Premier. Merci d'être venus à tous les 5. Et puis cette aventure va se poursuivre demain. Ce sera le dernier numéro à partir de 11h05. Les opportunités sont ici sur Watt FM. Bonne journée à tous et merci une fois de plus.
Bonne journée, merci. Bonne journée, merci. Bonne journée, merci. Bonne journée, merci. Bonne journée.